Merci beaucoup. Madame la secrétaire perpétuelle, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, je souhaiterais, dans cette présentation, essayer d'interroger sur la datation de matériaux anciens en tant que discipline. Nous allons chercher la façon de l'intégrer dans la réflexion archéologique en s'ouvrant au développement méthodologique d'actualité qui renouvelle considérablement notre champ d'études aujourd'hui. Aussi, j'illustrerai cette recherche de constitution de chronologie complexe par l'illustration de 2 cas d'études qui nous feront remonter jusqu'au début du Paléolithique supérieur, il y a plus de 36 000 ans, puis traverser la Méditerranée pour aller jusqu'à l'Égypte. Alors, qu'est-ce que dater ? Dater, c'est restituer des matériaux anciens dans le temps. Pour dater, on va obtenir une date. Cette date, on va l'exprimer par un nombre, en général une valeur moyenne avec une incertitude, parfois un intervalle de temps auquel on va associer une probabilité de vraisemblance. Mais la datation va bien au-delà. La datation, c'est une donnée cohérente que l'on va chercher à intégrer dans un système complexe de la même façon que toute autre donnée issue de l'archéologie, de l'histoire ou de l'épigraphie. Aussi, et avant tout, la datation, l'intégration de la datation dans la réflexion archéologique ne peut se faire que par des règles qui sont régies par le raisonnement archéologique. Aussi, et nécessairement dater, c'est maîtriser le contexte de l'échantillon, de l'objet que l'on cherche à analyser. Aussi, et c'est pourquoi nous cherchons avant tout à assurer la datation par la conjonction, la récurrence ou l'accumulation de méthodes et d'inférences archéologiques. Mais désormais, par les développements méthodologiques instrumentaux, nous avons la capacité non plus de dater, mais de constituer de véritables jeux de données. Et en ce sens, l'enjeu actuel n'est plus de dater, mais c'est vraiment de chercher à constituer ce que je vais appeler des modèles chronologiques complexes qui vont être capables d'intégrer pas seulement la datation physique, qui va nous donner un nombre, mais toutes les informations disponibles sur la problématique sur laquelle nous travaillons. Et en ce sens, dater aujourd'hui, c'est chercher à restituer des pans entiers de l'histoire de l'homme, mais aussi de son milieu. Aussi, la démarche que je vous propose de vous présenter, elle nécessite tout d'abord un développement méthodologique croisé, le recours à des mesures instrumentées en cherchant à varier au maximum, à diversifier ces mesures. Et puis, justement, parce qu'on va constituer ces vastes jeux de données, il va falloir être capable de les interpréter et donc d'avoir recours à des outils statistiques puissants. Aussi, il faut savoir comment interpréter ces données. Or, puisque la datation ne peut se faire sans une connaissance préalable du contexte de ce que l'on étudie, la datation n'est jamais la seule information que l'on a sur l'échantillon ou l'objet que l'on est en train d'interpréter. Aussi, et c'est bien là la spécificité de l'archéologie, c'est que la donnée initiale que l'on va avoir sur ce que l'on est en train de dater, elle est subjective, entendant par subjective que l'on n'a pas toute l'information. Elle est lacunaire, et en ce sens, il va falloir être capable de trouver des outils statistiques capables de borner cet inconnu sans parjurer à l'état de la connaissance que l'on a. Une fois cela fait, il faudra rester conscient des hypothèses sous-jacentes aux différentes inférences que l'on va faire. Et une fois cela accepté, alors on va pouvoir chercher à aller au-delà de la statistique descriptive pour constituer ces modèles. Donc finalement, qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle, c'est simplement une façon de simplifier une représentation de certains aspects de la réalité à un moment donné, et étant donné l'état des connaissances au moment de notre étude. Aussi, nécessairement, et par définition, un modèle est faux, mais certains sont moins faux que d'autres. Aussi, ce que l'on essaie de faire en archéologie, c'est simplement à définir un raisonnement plausible en présence d'incertitudes. C'est pourquoi vous comprendrez aisément que la statistique la plus appliquée est l'approche bayésienne, parce qu'elle a cette capacité, d'une part, à formaliser les relations entre ce qui va relever de la présupposition, de l'information a priori, et les conclusions vers lesquelles on cherche à tendre, et aussi parce qu'elle nous offre cette capacité à manipuler les incertitudes d'une façon qui va être à la fois cohérente et logique. La difficulté principale, c'est que dans ces travaux de modélisation de chronologie complexe, on cherche à intégrer toutes les informations qui peuvent être historiques, textuelles, comme archéologiques ou physiques. Et pour pouvoir mettre cet ensemble d'informations dans un même modèle, il faut être capable de les traduire dans un même langage. Et donc, à partir du moment où on met en jeu des outils de statistique, il va falloir décrire toutes les données sous la forme de distribution de probabilités. Alors, dans cette
Cette présentation un peu théorique est là pour nous montrer une façon de raisonner que l'on va chercher à appliquer à 2 études de cas. Une première qui va nous nécessiter de remonter dans le temps et d'aller vers la grotte Chauvet, où je vais pouvoir vous présenter un exemple abouti, et puis nous chercherons à traverser la Méditerranée pour aller sur une étude en cours. Donc la grotte Chauvet-Pont d'Arc, dans le sud de la France, en Ardèche, dans une région que vous connaissez sans doute. Et il faut savoir que les paysages qui sont actuellement visibles dans cette région devaient être relativement proches de ceux que les hommes du Paléolithique ont pu rencontrer, à une différence forte, c'est que le climat était beaucoup plus rude et donc la végétation très différente. Néanmoins, les grandes lignes du paysage étaient déjà sculptées du temps des hommes du Paléolithique supérieur. Néanmoins, il y a un élément majeur qui a disparu du relief actuel, qui est l'entrée de la cavité. Le paysage souterrain, par contre, a été fortement modifié du fait du passage de l'Holocène. Mais néanmoins, un équilibre naturel s'est créé au sein de la cavité qui a finalement joué des hasards heureux de la nature. Et cet équilibre naturel qui s'est créé a permis de conserver les arts, tel un témoignage que les hommes des Paléolithiques ont pu nous faire. Et donc vous avez ces représentations animales singulières que vous connaissez sans doute, d'ours des cavernes, représentations singulières de bisons, de rhinocéros, de chevaux, de lions. Et puis on va au-delà de la représentation singulière pour atteindre la véritable composition de panneaux tels le panneau des lions et l'encore plus fameux panneau des chevaux de la Salle-Hilaire. Aussi, vous comprenez facilement pourquoi la grotte Chauvet est aujourd'hui un des sites les plus importants pour l'étude des premières manifestations et le développement de l'art préhistorique au début du Paléolithique supérieur. Et vous comprenez d'autant mieux pourquoi le site a récemment été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la chance de cette grotte est qu'elle a été découverte relativement récemment, en décembre 1994, ce qui a permis de mettre en place toutes les mesures de conservation à ces vestiges si fameux. Conservation des vestiges humains et animaux, mais aussi, et bien entendu, des sols. Et en parallèle, s'est mis en place une équipe de recherche qui a d'abord été dirigée par Jean Clotte jusqu'en 2002, puis désormais par Jean-Michel Geneste. Et cette équipe de recherche se veut réellement pluridisciplinaire. Donc bien entendu, c'est la question de l'art pariétal qui a déterminé les angles d'étude, mais c'est réellement une équipe pluridisciplinaire qui s'est mise en place, qui va chercher à travailler sur la compréhension des réseaux karstiques, la paléoclimatologie, l'archéologie, l'anthropologie culturelle, la paléontologie, la paléogénétique et bien entendu la chronologie. Puisque dès la découverte de la grotte, la première question qui a été posée était de savoir tout simplement de quand datent les peintures. Et donc vous avez pu voir que les peintures noires que je vous ai présentées sont faites à base de charbon de bois, ce qui les rendait possibles par la méthode de datation par le carbone 14. Et les premières datations obtenues sur ces représentations pariétales ont délivré des âges beaucoup plus anciens que ce que l'on croyait. Aussi, l'enjeu devenait réellement suffisamment important pour avoir à développer une véritable stratégie de datation pour comprendre les événements qui se sont déroulés dans cette cavité. Et donc après un peu plus quasiment une vingtaine d'années d'études, vous pouvez voir que la datation par le carbone 14 a été la méthode la plus utilisée puisqu'on a constitué un jeu de quasiment 260 datations qui ont été réalisées à la fois sur des charbons au sol, des tracés pariétaux ou des ossements. À majorité l'ours des cavernes, mais on a quand même quelques autres espèces animales. Et vous voyez sur les 3 cartes que j'ai représentées ici la diversité spatiale de l'échantillonnage que l'on a pu faire. La seule contrainte que l'on avait était la préservation et l'accessibilité depuis les passerelles. Aussi, cette régularité topographique et spatiale est relativement inédite pour l'étude d'une grotte. Mais comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, la nécessité de recourir à des mesures instrumentées variées est indispensable à la constitution d'un modèle chronologique. Aussi, nous avons cherché à appliquer d'autres techniques de datation pour confronter nos premiers résultats. Et donc les marques anthropiques ont pu être datées aussi par la thermoluminescence sur des parois chauffées, mais comprendre la vie de la grotte, c'est pas seulement dater la vie des hommes, c'est aussi dater la vie de la cavité elle-même. Et donc on a pu appliquer des méthodes de datation telles les déséquilibres dans la famille de l'uranium ou les datations cosmogéniques au chlore 36 pour dater les événements géologiques majeurs qui se sont produits. Alors une fois rassemblé cet ensemble d'informations, il se posait la question de savoir comment les interpréter. On a commencé, travailler par étapes, à se focaliser seulement sur les datations C14 et de se dire simplement qu'en fonction de la nature de l'échantillonnage, charbon au sol, ossement, on n'allait pas répondre aux mêmes questions. Donc je vais ici focaliser seulement sur les charbons au sol, mais la méthodologie a été appliquée de la même façon aux ossements. La question qu'on s'est posée, c'est, au moment de l'échantillonnage, à quelle question va-t-on répondre par la datation de charbon au sol ?
Et ce que l'on essaie de comprendre, c'est les fréquentations de l'homme dans la grotte. Aussi, on a cherché à rassembler toutes les données disponibles antérieurement à ces analyses physiques et qui pouvaient partiellement répondre à notre question. Et on peut montrer qu'a priori, par l'archéologie, des sondages, des superpositions graphiques, il y aurait 2 phases de fréquentation humaine dans la cavité qui auraient eu lieu. Alors ce que l'on a fait, c'est qu'on a intégré comme a priori à nos données physiques cette information. On a simplement dit à notre modèle statistique, eh bien, dans cette grotte, il y a eu 2 phases de fréquentation. Et nécessairement, s'il y a une phase de fréquentation, il y a un début et une fin. Donc on a modélisé par des lois statistiques ces événements de début et de fin de phase. Et on a demandé au modèle de nous calculer dans le temps ces événements. Mais ce qu'on voulait, c'était aller plus loin. Là, on se concentre seulement sur l'information du radiocarbone. Mais on peut chercher à confronter les méthodes. Or, je vous ai dit qu'on avait mis en place d'autres jeux de méthodes pour répondre à d'autres types de questions. Et en particulier, les études géomorphologiques ont montré qu'il y avait eu différents écroulements de parois qui avaient eu lieu à l'entrée de la cavité et qui avaient d'abord obstrué le chemin d'accès vers la cavité, c'est l'événement E0, puis partiellement jusqu'à totalement fermer l'entrée de la grotte, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus visible. Alors, par la datation cosmogénique par le chlore 36, on a été en mesure de dater ces événements géologiques dans le temps. Et on se retrouvait avec cet ensemble de données qu'il allait falloir confronter. Sur cette représentation, je voulais juste... les datations C14 sont juste calibrées sans travail de modélisation. Et si on compare avec les résultats que l'on a obtenus pour le chlore 36, il est très remarquable de voir que les événements géologiques semblent être corrélés avec les fins de phase de fréquentation humaine. Et puisque ces informations sont indépendantes, on peut se servir des datations au chlore 36 comme un a priori aux mesures C14. Et donc on a complexifié le modèle en lui disant que les fins de phase de fréquentation de l'homme dans la grotte étaient liées à ces événements géologiques majeurs. Et on a demandé à savoir si cela était plausible ou pas. Et de cette façon-là, on a appliqué cette même méthodologie à la datation des ossements d'ours et on a été capable, par ce travail de modélisation chronologique complexe, de restituer une réelle histoire de la vie de la grotte. Et cette histoire, elle nous raconte que les premiers à être entrés dans la cavité, ce sont les ours des cavernes. Et puis, contemporainement à cette fréquentation des ours des cavernes, les hommes sont entrés dans la grotte jusqu'à il y a environ 33-34 000 ans. Et la fin de cette phase de fréquentation à la fois humaine et animale serait liée à un événement géologique majeur qui a obstrué le chemin d'accès vers la cavité. Et puis pendant 3 à 4 000 ans, nous n'avons plus aucune information, ni anthropique ni animale dans la grotte. Plus personne ne rentre. Jusqu'à une deuxième phase de fréquentation humaine qui apparaît il y a environ 31 000 ans et qui va durer 2 à 3 000 ans. Et cette seconde phase de fréquentation humaine, elle se termine à un moment qui semble correspondre à un événement géologique majeur, un écroulement de parois à l'entrée de la grotte qui obstrue partiellement l'accès à la cavité. Et à partir de là, nous n'aurons plus aucune attestation de l'homme dans la grotte. Seules quelques petites espèces animales ont pu être datées jusqu'aux alentours de 21 000 ans, qui correspond au moment où le dernier écroulement de parois ferme totalement l'entrée de la cavité. Et à partir de là, et jusqu'à sa redécouverte en 1994, plus aucun homme ni animal n'a pénétré dans la grotte. Aussi, et par cet exemple, j'ai essayé de vous montrer l'intérêt de développer des méthodologies croisées pour contraindre non pas seulement une question, la vie de l'homme, mais la restituer dans le milieu dans lequel il travaillait. Et bien entendu, ce type de modèle a vocation à aller plus loin en cherchant à décrire des modèles chronologiques qui vont pouvoir se décrire à l'échelle régionale et de mettre en perspective différents sites. Aussi, le premier modèle que je vous ai montré est un modèle abouti, mais l'intérêt de cette présentation aujourd'hui est plus de s'interroger sur des questions méthodologiques. Et j'aimerais essayer de vous montrer que la méthodologie qu'on essaie de développer peut s'appliquer à tout champ d'études et à tout espace temporel. Aussi, on va maintenant aller voir un deuxième projet, qui est un projet en cours, donc je ne vais pas avoir de résultats définitifs à vous montrer, mais qui met en place la même méthodologie de travail. Néanmoins, et avant de présenter ce projet de recherche en cours, permettez-moi de vous présenter les circonstances de la recherche en Égypte. Puisque vous le savez sans doute, la législation égyptienne interdit l'exportation d'échantillons du sol égyptien en dehors de son territoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut avoir recours à la mesure instrumentée en Égypte, il faut réaliser l'ensemble des analyses sur le territoire égyptien. Donc il faut faire une demande au préalable au ministère des Antiquités qui vous donnera un accord pour aller faire les échantillonnages sur le terrain.
Ensuite, le ministère des Antiquités prendra en charge vos échantillons et les amènera vers des laboratoires qui sont situés en Égypte. Donc laboratoire en Égypte, ça peut vouloir dire des laboratoires égyptiens ou des laboratoires étrangers, mais qui sont localisés en Égypte. La deuxième possibilité, le cas échéant, est de pouvoir travailler, bien entendu, directement sur les sites dès lors que les méthodologies sont disponibles. Donc vous voyez que le contexte est relativement contraignant. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons à l'Institut français d'archéologie orientale, qui fait partie du réseau des écoles françaises à l'étranger. Et donc cet institut a vocation à restituer l'histoire de l'Égypte, de la préhistoire, jusqu'à l'époque moderne. Aussi, je me permets de montrer rapidement que cet institut possède des services parmi les plus fameux dans sa discipline, avec notamment une bibliothèque qui conserve un des 5 fonds majeurs d'égyptologie actuellement, un service des archives qui conserve aussi des objets de grande valeur, et un service éditorial qui va de l'édition jusqu'à la publication. Et vous voyez ici un musée de l'imprimerie qui est disponible, puisqu'on a plus de 100 ans d'histoire de l'imprimerie disponible à l'Institut. À ces 3 premiers services s'ajoutent ce qu'on appelle des services d'appui à la recherche qui vont venir aider à travailler directement sur le terrain, la topographie, l'imagerie, la photographie, la céramologie, et enfin le pôle archéométrie sur lequel je vais revenir. Et cet ensemble de services participe à travailler sur plus d'une vingtaine de chantiers de fouilles annuellement, ce qui fait que l'IFAO possède actuellement la plus vaste étendue de chantiers de fouilles sur le territoire égyptien. Et par ailleurs, il y a environ une 60aine de programmes scientifiques qui sont menés chaque année. Alors, ce pôle archéométrie, qui est le dernier service à avoir été installé à l'Institut, il a été créé pour répondre à une double problématique. La première est d'être en capacité, et c'est contractuel, c'est un engagement contractuel que nous avons avec le ministère des Antiquités, d'assurer la restauration et la conservation du mobilier archéologique qui est mis au jour sur les chantiers de l'IFAO. Et puis la deuxième, c'est de chercher à répondre à cette interdiction de sortie du territoire d'échantillons archéologiques. Donc nous déclinons le pôle archéométrie sous la forme de 3 laboratoires, un laboratoire de recherche, d'études des matériaux et de datation, que je vous présente très rapidement de façon chronologique. Le laboratoire de restauration est là pour assurer une restauration préventive et de conservation. Nous ne faisons pas des travaux à but muséal. L'objectif est de consolider et d'assurer la conservation de tout le mobilier archéologique qui est mis au jour sur les chantiers de l'IFAO. Pour cela, nous travaillons avec 4 restaurateurs qui ont plus de 25 ans d'expérience sur nos sites et qui sont capables d'assurer ce travail sur l'ensemble des matériaux qui sont mis au jour. Par ailleurs, nous avons dans l'Institut un laboratoire qui permet de travailler aux archives de l'IFAO, mais aussi, et j'insisterai là-dessus car je crois que c'est le propos de la journée, nous développons de plus en plus de programmes de formation à l'attention des membres du ministère des Antiquités, archéologues comme conservateurs de musées. Le laboratoire d'études des matériaux fonctionne de façon très différente. Il s'agit en réalité d'une plateforme de recherche interdisciplinaire qui a été créée pour offrir aux spécialistes du monde entier un espace de travail pour pouvoir mener des analyses en Égypte. Donc, ce laboratoire, nous avons un accord avec le ministère des Antiquités pour pouvoir stocker les échantillons archéologiques des chantiers de fouilles dans le laboratoire. Cela est bon pour les sites de l'IFAO comme pour les chantiers non IFAO. Par ailleurs, nous assurons la veille des équipements que nous possédons à l'Institut et nous pouvons aussi prêter du matériel pour aller sur le terrain. Et un dernier point qui peut paraître rien mais qui est relativement important, c'est que nous assurons la gestion des produits chimiques qui peuvent être utilisés sur les différentes missions. Aussi, et finalement, ce laboratoire va au-delà de l'archéométrie. Il s'agit vraiment de parler de sciences archéologiques et nous allons en majorité travailler en archéobotanique, en carpologie, l'archéozoologie, la céramologie ou encore la sédimentologie. Mais nous cherchons actuellement à aller plus loin parce que nous ne serons jamais en mesure d'avoir tous les équipements disponibles pour faire toutes les analyses dont on aurait besoin. Donc nous cherchons au maximum à développer des collaborations avec d'autres laboratoires égyptiens qui sont au Caire. Notre première idée a été de travailler avec les laboratoires d'archéométrie, d'archéologie égyptienne. Et pour cela, nous avons développé une convention cadre entre l'IFAO et les 3 grands musées égyptiens, le musée du Caire, le Grand Egyptian Museum et le musée de la civilisation, qui disposent d'un certain nombre d'équipements. Mais on avait besoin d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, on a décidé d'aller au-delà de l'archéologie et de développer des collaborations privilégiées avec des laboratoires qui travaillent pour les industries du pétrole ou de l'eau. Et le travail qu'on fait actuellement consiste à qualifier les mesures qui sont faites dans ces différents laboratoires pour définir un panel de méthodologies que l'on va pouvoir appliquer en Égypte.
Et bien entendu, mais cela a été largement démontré dans la présentation précédente, dès que cela est possible, nous cherchons à développer les mesures in situ pour se soustraire de cette difficulté d'échantillonnage. Enfin et finalement, le troisième laboratoire, qui est le laboratoire de datation par le carbone 14, il faut savoir que jusqu'à 2006, il était impossible de faire de la datation en Égypte puisqu'il n'existait aucun laboratoire. Actuellement, ce laboratoire est le seul laboratoire en service. Donc nous utilisons la méthode de datation par le carbone 14 dite conventionnelle, c'est-à-dire que nous transformons les échantillons organiques que nous cherchons à dater sous la forme de dioxyde de carbone, d'acétylène gazeux, puis de benzène liquide. Et nous allons ensuite mesurer la radioactivité de ce benzène liquide sur 2 compteurs à scintillation liquide. Donc vous voyez, nous avons 2 lignes de synthèse pour assurer la chimie et 2 compteurs pour assurer la mesure, ce qui nous permet d'engager une centaine d'analyses par an. Donc cela peut paraître peu, et en même temps, c'est le seul endroit en Égypte où l'on peut faire de la datation actuellement. Enfin, ce que j'ai essayé de vous montrer par cette présentation un peu rapide du laboratoire, c'est que finalement, le pôle archéométrie de l'IFAO, on veut l'initier d'une façon à la fois plurielle, mais aussi on cherche à développer une réelle approche intégrée de l'archéométrie en Égypte. C'est à la fois une plateforme mutualisée de recherche, c'est un lieu de formation, on développe de plus en plus de programmes de formation, et désormais nous avons aussi décidé d'initier nos propres programmes de recherche. Et le projet phare que nous portons actuellement est ce travail de modélisation chronologique pour l'Égypte ancienne. Donc quel est l'objectif ? L'objectif est très simple, c'est que si la chronologie relative de l'Égypte est bien connue, la chronologie absolue n'est aujourd'hui pas précisément contrainte. Et la seule solution que nous aurions pour la contraindre, c'est d'avoir recours à des mesures physiques. Alors finalement, la méthodologie est à la fois très proche de ce que l'on a fait pour Chauvet. Il s'agit de rassembler toutes les données disponibles sur la chronologie de l'Égypte et de les mettre dans un même ensemble pour constituer un modèle. Des premiers travaux ont déjà eu lieu, ont déjà été faits bien sûr sur la chronologie absolue de l'Égypte. La difficulté, et qui est liée toujours à cette interdiction d'exporter les échantillons, est que toutes les analyses ont été faites sur des objets de musée. Et cela présente une double difficulté. La première, c'est avoir des contextes archéologiques précis qui sont associés aux objets que l'on date. Et la deuxième, c'est que par les objets de musée, nous n'arrivons pas à couvrir l'espace temporel que l'on cherche à contraindre dans ce travail de modélisation. Aussi, et le fait d'être à l'IFAO nous permet d'engager une recherche qui, pour la première fois, va permettre d'accéder aux données de terrain. Donc la spécificité et la force de ce projet, c'est d'être en capacité, par ces 20 chantiers de fouilles que nous avons annuellement, d'aller dater des échantillons qui proviennent de fouilles, donc qui sont juste sortis de fouilles, et pour lesquels on peut définir sur place le contexte archéologique. Et pour parler de diffusion de l'archéométrie, il me permet quand même de dire que dans sa programmation scientifique 2017-2021, pour la première fois, l'IFAO a dédié un de ses axes de réflexion à l'archéométrie et en particulier à la chronologie. Alors comment mettre en place ce travail de chronologie ? La première chose, c'est faire ce qu'on appelle construire un squelette chronologique, restituer la chronologie relative de l'Égypte et surtout définir notre état des connaissances. Lister les rois qui se sont succédés en Égypte, mais surtout, et pour chaque règne, savoir combien de temps ils ont régné et quelle vraisemblance on donne à l'information qu'on a sur leur durée de règne. Un roi qui a régné 53 à 54 ans, c'est une information sûre. Un roi pour lequel on va avoir des informations jusqu'à 1 an 6, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il a régné 10 ans, 20 ans, mais qu'on n'a pas l'information ? Tout ça, il va falloir l'intégrer. Donc ça, c'est un gros travail qui nécessite du travail d'historiens et d'épigraphistes. Et puis en même temps, nous avons commencé ce travail de datation. Bien sûr, c'est de la mesure conventionnelle. Mais néanmoins, on a une telle accessibilité sur les chantiers de l'IFAO qu'on est déjà en train de réaliser de premières analyses sur des règnes relativement anciens. Et bien entendu, toutes nos analyses sont faites sur le territoire égyptien. Alors je vous disais, le programme, il est à la fois très proche de ce qu'on faisait pour Chauvet et aussi très différent. Parce que la résolution que l'on cherche à atteindre n'est pas la même. À Chauvet, on parlait de l'ordre de millénaires. En Égypte, il faut, si on veut que notre modèle ait un sens, être capable d'avoir des résultats qui vont contraindre la chronologie sur moins d'une génération. Et pour ce faire, il faut se soustraire absolument de tous les artefacts possibles de méthodes qu'il pourrait y avoir. Et en particulier, l'une a attiré notre attention, qui est de considérer que par l'analyse C14, quand on calibre nos âges actuellement pour l'Égypte, on utilise une courbe de calibration qui repose sur des datations de bois qui proviennent de zones tempérées. Or, on sait tous que le climat en Égypte, jusqu'à la construction du barrage d'Assouan, était très particulier. Ce qui veut dire deux choses. D'une part, qu'il pourrait y avoir des effets saisonniers en fonction du moment où la plante a été coupée. Elle n'avait pas forcément la même teneur en C14.
si on était pendant la crue du Nil ou pendant la période sèche, et aussi en fonction de la localisation géographique. Une plante qui vient du désert n'a pas forcément la même teneur qu'une plante qui a les pieds dans l'eau dans la vallée du Nil. Aussi, nous avons cherché à réfléchir à cette question-là. Et malheureusement, depuis la construction du barrage d'Assouan, il est devenu impossible de travailler sur des plantes contemporaines. Alors, la réflexion qu'on a eue était de se tourner vers le Muséum d'histoire naturelle de Paris, son herbier national qui conserve une grande collection de plantes qui ont été récoltées par des botanistes durant les campagnes napoléoniennes et pour lesquelles on connaît l'année de coupe et on connaît la localisation. Bien entendu, ce programme-là est fait en datation C14 par spectrométrie de masse et ces analyses sont réalisées au laboratoire de mesure du carbone 14 du CEA de Saclay. Enfin, le dernier axe de recherche qu'il fallait développer pour mettre en place ce projet, c'était de développer le formalisme statistique adapté à ce travail de modélisation. Parce que, comme on l'a dit, si les contraintes ne sont pas introduites de façon formelle dans la modélisation, on perd de l'information. Et étant donné la résolution qu'on cherche à atteindre, on ne peut pas l'accepter. Aussi, la plus grosse difficulté est de traduire les données historiques de ce squelette chronologique sous la forme de densité de probabilité. Un règne qui dure 53 ans, on ne peut pas l'introduire dans notre modèle de la même façon qu'un règne où on ne sait pas s'il a duré entre 6 et 20 ans. Donc tout ce travail-là, on est en train de le mettre en place pour, individuellement, pour chaque donnée, développer un formalisme qui traduise exactement notre état des connaissances au moment où on monte ce projet. Et l'objectif sera, à la fin, d'être capable de proposer une densité de probabilité temporelle pour chaque événement fort de la chronologie de l'Égypte ancienne. Aussi, comme vous le voyez, ce projet, qui est un projet en cours, c'est pourquoi je n'ai pas de résultats clairs à donner, mais pour les axes 2 et 3, il n'y a aucune difficulté à avancer. Néanmoins, la contrainte majeure que nous avons relève de la datation conventionnelle et de la méthode de datation mise en jeu, puisqu'elle a une double limitation, le temps des analyses, mais aussi et surtout les quantités de matière que l'on met en jeu pour réaliser une datation. Aussi, il y a un réel besoin, désormais, de se tourner vers des techniques beaucoup plus modernes, et en particulier de développer une ligne à l'IFAO pour pouvoir réaliser de la spectrométrie de masse par accélérateur. Aussi, l'avenir pour ce projet et plus largement pour l'archéométrie en Égypte, c'est d'abord, on a dit qu'on construisait un modèle en variant les mesures instrumentées. Là, pour le moment, le modèle ne reposera que sur des mesures C14. Mais il n'y a pas d'autre accessibilité actuellement en Égypte pour pouvoir impliquer d'autres méthodes de datation. Il y a donc un vrai besoin de disponibilité instrumentale. Par ailleurs, il faut développer les collaborations et le travail de formation en Égypte par lesquels les Égyptiens sont particulièrement demandeurs. Et pour cela, je prendrai pour exemple cette conférence que nous avons organisée en décembre dernier à l'IFAO et qui a rassemblé plus de 60 participants égyptiens venant des différents musées et de différents chantiers archéologiques. Et j'ajouterai à cela qu'il y a une volonté forte et sincère des autorités égyptiennes de développer l'archéométrie, comme on le voit au travers des nouveaux musées dans lesquels on construit des laboratoires et comme on le voit aussi par les besoins en formation qu'ils nous formulent très régulièrement. Aussi, pour exemple encore, je prendrai ce colloque international qui est organisé du 4 au 6 novembre prochain au Caire. Il s'agit d'un colloque sur les matériaux anciens en Égypte qui a été initié par le ministère des Antiquités égyptiennes et auquel les différents instituts étrangers en Égypte se sont associés. Ainsi, pour conclure rapidement cette présentation, je voudrais simplement dire, et je pense qu'on est tous d'accord ici, qu'aujourd'hui, l'archéologie du XXIe siècle renouvelle ses paradigmes et qu'on est capable de développer des champs de compréhension inédits et inaccessibles par d'autres méthodes que l'archéométrie. Aussi, il y a un enjeu fort à inclure l'archéométrie. Mais bien entendu, il faut l'inclure de la même façon dans l'ensemble des champs disciplinaires que nous sommes en train d'appréhender. Voilà. Et la difficulté va être que les résolutions des études sont propres à chaque étude. Aussi, il y a un besoin de diffuser l'information qui doit se faire de façon large. Ces démarches intégrées, croiser les méthodes, croiser les données, confronter les méthodes, les champs disciplinaires, est l'enjeu majeur, je crois, pour aller plus loin. Et je finirai simplement sur ces perspectives nouvelles qui démontrent que la méthode que l'on développe s'affirme avec des projets de recherche qui sont portés actuellement en Australie ou en Colombie-Britannique. Je voulais simplement remercier tous ceux qui participent de près ou de loin à ces différents projets et vous remercier pour votre attention.